Aujourd'hui, c'est la galère, j'ai renversé le dégraissant à la pomme de synthèse dans mon sac de course et j'en ai eu partout. Je connais qu'une seule solution à ça, c'est répondre par de la flamboyance, à savoir ma robe décolletée à tête de mort en papillon, pas mieux, et la flamboyance d'un Michelet. Michelet fait partie de ces historiens qui sont évidemment absolument majeurs pour le 19e siècle, génération romantique, on va dire franche, c'est la génération d'avant Renan, et Renan c'est moins, j'ai envie de dire c'est moins franc du collier, en tout cas c'est un autre type de romantisme, c'est du romantisme assagi et plus fourbe, et toujours là, mais c'est compliqué Renan et le romantisme. Avec Michelet, il n'y a pas de détour, ça va droit au but, c'est le Hugo de l'histoire, très complètement. Alors, on le connaît bien parce que c'est l'historien de la France, donc il fait partie de la construction de ce qu'on appelle aujourd'hui un roman national, mais enfin, l'idée de nation au XIXe siècle, ça n'est pas du tout à comprendre dans le nationalisme du XXe siècle ou dans celui du XXIe, qui découle vraiment du XXe siècle. Bien sûr qu'il y a une continuité entre le XIXe et le XXe, mais il y a aussi en fait une inversion des polarités. C'est-à-dire que ce qui était des valeurs, on va dire, de la gauche, au moins d'une gauche libérale, est passé du côté de la droite. C'est ce qu'on a vu avec le polygénisme racial, donc l'idée qu'il y avait plusieurs races humaines. C'est vraiment une idée de gauche au XIXe siècle, parce que ce polygénisme racial, il va à l'encontre de l'idée que toute l'humanité descend du couple adamique, c'est-à-dire formé par Adam et Ève. Parce que de toute façon, quand on va dire le couple, on ne va pas dire le couple évique, hein, on reste en patriarcat. Donc qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? C'est que donc, toute cette idée d'une nation qui vient du romantisme allemand, de Herder, etc., qui arrive en France par Quinet, un peu par Michelet, mais Michelet est plutôt lecteur de Vico, eh bien, c'était d'une gauche, on va dire, libérale, parce qu'il y a aussi une gauche internationaliste qui se met en place, globalement en association au milieu du 19e siècle, plutôt vers 1860, avec la fondation de la première internationale, mais en utopie déjà avant avec Flora Tristan, qui est quand même la grande penseuse de l'internationalisme dès les années 1830. Je vous rappelle que Flora Tristan, elle est décédée en 1844, elle meurt d'épuisement à Bordeaux. Et je peux pas ne pas passer rue des Bahutiers à Bordeaux sans prendre en photo toujours la même petite plaque de Flora Tristan, qui était pas du tout bordelaise, et puis je suis toujours triste qu'elle soit morte ici, mais voilà, c'est comme ça. Et de toute façon, fallait vraiment que ça vienne d'une femme et d'une féministe, hein, cette idée-là, parce que bon, hein, voilà, quand il faut se mettre au boulot, hein, je suis un peu vénère. Et donc Michelet, il fait partie de ces historiens, non pas de l'école libérale bourgeoise à la Augustin Thierry, Amédée Thierry, plus romantique, plus à gauche, plus ambivalent par exemple à l'encontre de la commune. Hein. Bon, il n'était pas en grande forme au moment de la commune. Il fait partie de ces historiens et en fait de ces intellectuels, on ne dit pas encore intellectuels avant l'affaire Dreyfus, c'est un mot qui est forgé à ce moment-là, mais enfin c'est forgé à partir du fait qu'il y a des gens qui ont été des intellectuels. Hein. Intellectuel, ça veut dire quand même qu'ils s'engagent dans la vie médiatique et publique de l'époque. Et qui a des activités qui se rattachent au domaine de l'esprit, voilà, ce qu'on appelle, j'allais dire, intellectuel. Ah oui, intellectuel, c'est intellectuel. Bravo, bravo. C'est-à-dire souvent des activités de recherche, de pensée, de réflexion et de production, très souvent de livres quand même. Hein. On reste dans un rapport au livre assez important. Michelet, c'est aussi le grand historien de la Révolution française. Et ça, c'est quelque chose d'ultra important. Je ne sais pas si on la voit là, parce que ma Révolution française, ouais, elle est planquée par là. Alors tout ça, ça existe en Pléiade, mais enfin, vous avez les mêmes éditions en folio, avec des jolis coffrets. Ça coûte quand même vachement moins cher. Et parce que alors là, il y a une espèce de polémique sur le fait que Clémentine Autain ait des Pléiades chez elle. Parce que c'est bien connu, hein, quand on est anticapitaliste et qu'on ose mettre des vêtements pour sortir dans la rue, on est déjà un vendu au système, hein, ou une vendue au système. Et pour être de gauche, il faut un peu vivre dans une caverne. Voilà, sinon ça marche pas. Donc ça, c'est vraiment de la polémique à deux balles. Hein, ça tombez pas là-dedans. Bien sûr qu'un Pléiade, ça coûte cher, mais enfin, on l'a vu, un Pléiade, ça peut aussi s'acheter à 1 € dans une broc. Je pense pas qu'elle fasse beaucoup les brocantes, hein, c'est pas la question. Mais voilà, enfin, elle travaille pas non plus chez Google, quoi. Hein. On va se calmer. Donc,
Michelet, c'est pas de l'histoire de France ni de l'histoire de la Révolution française, qui sont des bouquins hyper importants mais que je connais super mal, dont j'ai envie de vous parler, mais de ce livre, hyper étonnant, La sorcière, 1862. Alors là, je suis en édition Folio Classique, c'est une édition de Katrina Calda, qui fait un chouette boulot, il y a des notes sympas, enfin ça marche bien, avec une préface de Richard Millet qui est franchement illisible et inintéressante, donc à sauter. De toute façon, La sorcière, vous pouvez le trouver en ligne parce que c'est tombé dans le domaine public, il y a d'autres éditions. On a très souvent des illustrations comme ça je crois que c'est un Gustave Moreau, ça, hein, c'est-à-dire de peintres symbolistes. C'est assez amusant parce que c'est pas tout à fait contemporain, et en même temps c'est pas illogique parce que est-ce qu'on va avoir la ref ou est-ce que je suis encore en train... Je crois que c'est un Salammbô de Moreau, ça. Alors, Folio, faudrait vraiment mettre les sources. Ah oui, non, c'est marqué là. Non, c'est pas du Moreau, c'est John William Waterhouse, Circé. Donc c'est toujours des sorcières un peu antiques, mythiques. Circé Invidiosa, et c'est en 1892, donc on est quand même 30 ans après. Et en fait, ce qui m'intéresse avec La sorcière, c'est que c'est un texte qui est assez inclassable. Et ça, c'est chouette, ça veut dire que c'est intéressant et qu'il y a des trucs théoriquement un peu techniques et difficiles à faire. Et ça veut dire aussi que c'est un texte... Enfin, c'est un texte qui est fondateur pour pas mal de choses très différentes et qui ont été extrêmement compliquées. On va essayer d'expliquer ça avec une explication de texte, moi, d'un texte que j'aime bien, parce qu'il est justement extrêmement riche, extrêmement complexe. Alors pour le présenter rapidement, alors 62 c'est intéressant parce que c'est un an avant vie de Jésus et c'est, voilà, L3 ils ont eu La sorcière et vie de Jésus de Renan et ça a été super dur, donc c'était super intéressant et moi j'adore ça quand c'est difficile et que ça fait se poser plein de questions hyper ardues. Mais je crois qu'il y a eu des moments au premier semestre où j'ai été fondamentalement détestée et c'est comme ça, et c'est là que ça devient vraiment chouette. De toute façon, il y a toujours cette espèce de ventre mou dans le semestre, où c'est impossible pour les étudiants de se maintenir complètement à flot, encore plus en période de confinement comme ça a été le cas cette année, donc ça a été difficile. Mais, ouais, voilà, on saute à l'eau, c'est dur, etc. Et puis il y a un moment où c'est dur parce qu'on patoche dans le bouquin, il y a un moment où c'est dur parce qu'on patoche dans le semestre, et puis après, la fin du semestre, elle arrive et les choses se décantent, et c'est chouette, quoi. Voilà. Donc, pas d'affolure, hein. Bon, et ça c'était l'édition que j'ai mise au programme, parce que elle est à un prix correct, et que c'est quand même bien d'avoir un bouquin au programme. Ça c'est... En fait, le fait que l'édition elle soit facile à trouver, pas trop chère, etc., ce sont évidemment des questions qu'on se pose en tant que prof. Et c'est toujours choquant quand on voit sur un programme d'agrég une édition à 40 €, ou pire, quand on met un Pléiade à un programme d'agrég. Là, je trouve quand même que les collègues, ils déconnent, quoi. C'est... Déjà que c'est très difficile de passer l'agrégation en travaillant, mais bon, il y a un moment où faut pas en rajouter, quoi. Surtout que les livres d'agrég, c'est des livres qu'on va saccager parce qu'on les bosse tellement que c'est très dur de les garder en bon état. Donc c'est vraiment pas sympa. Alors que fait Michelet dans La sorcière ? Il fait l'histoire de la sorcière. Michelet est historien, il fait donc des histoires. Alors c'est intéressant parce que sur la 4e de couverture, on peut lire dans cet essai qui se lit comme un roman. Et oui, parce qu'il est dans une forme d'essai narratif. Mais on va être plutôt du côté de l'essai parce qu'on est du côté de l'histoire, d'une histoire qui est factuelle. Et en même temps, on n'est pas du côté de l'histoire. Donc ça, hop, ça éloigne du roman. Et en même temps, on n'est pas vraiment du côté de l'histoire parce que cette sorcière, dont on va suivre l'évolution au fil des siècles, elle n'existe pas réellement. Elle est un genre d'allégorie. Mais c'est pas non plus une allégorie, parce qu'une allégorie, c'est la justice avec les yeux bandés, et la balance dans les mains, le glaive, etc. La faucheuse avec donc la faux, machin, etc. C'est-à-dire, c'est une allégorie, c'est un symbole que l'on reconnaît parce qu'il est notoirement connu. C'est pas exactement non plus un symbole, c'est un personnage. Mais c'est pas un personnage qui repose exactement sur une personne unique, mais sur des formes de tradition, d'habitude, et sur des figures dont la connaissance historienne, c'est-à-dire de la part de l'historien, n'est pas exactement avérée et toujours appuyée sur des sources. Alors, il y a beaucoup de sources. Michelet travaille en archives, il a été directeur d'un département des archives des archives nationales, enfin, donc c'est là on commence à aller vers l'archive et c'est un nouveau rapport aux documents chez les historiens qui se met en place avec lui puis ensuite avec d'autres,
et qui évolue beaucoup, et on va vers de plus en plus de rigueur hein, sur le traitement de l'archive, mais enfin c'est quand même... On franchit un cap. On passe de ce qu'on appelait les antiquaires, qui ne sont pas juste les vendeurs de brocantail, hein, à... donc les antiquaires, c'était les érudits du passé. Voilà, donc ceux qui allaient effectivement faire dans les collections de numismatiques, donc de pièces, de choses comme ça, etc. C'est pour ça qu'on parle de médailles, par exemple, pour les fossiles encore au 19e. Mais là, on est encore dans un rapport d'érudit à quelque chose qui va comme ça s'activer, et autour de textes qui sont pas, ou d'objets qui ne sont pas eux-mêmes précieux. Voilà. Mais dont on va extraire des informations. C'est ce rapport-là qui est en train de se mettre en place au 19e siècle, avec notamment Michelet. La sorcière, c'est une forme d'appendice, d'excroissance un peu baroque de l'histoire de France de Michelet, voilà, ce truc énorme, grande fresque, etc. Donc qui repose sur un travail qui est considéré comme savant et scientifique à l'époque, non sans polémique, mais enfin la science c'est assez polémique, et d'ailleurs les polémiques scientifiques peuvent dépasser le cadre je vais dire des cénacles, mais enfin c'est quand même pas... le cadre de la communauté scientifique sera plus juste. Cénacle c'est quand même un peu littéraire élitiste. Hein. Et à ce niveau-là, Michelet est un historien qui est extrêmement polémique, a été destitué du Collège de France, qui fait partie des exilés sous le Second Empire, des opposants hein, à cet empire autoritaire, qui voilà, met en place ce qui donc deviendra un roman national. Mais enfin, ce roman national, c'est clairement pas le roman national du Second Empire. C'est un roman de liberté, très clairement. Le grand mouvement de l'histoire pour Michelet, c'est la liberté. Et voilà, et dans ce sens, on n'est pas non plus exactement dans l'histoire libérale d'Augustin Thierry, etc. On est dans quelque chose de beaucoup plus... c'est-à-dire, pour lui, l'histoire est une histoire d'émancipation. Mais on n'est pas encore... ou alors, elle va se faire plutôt en parallèle, l'histoire scientifique marxiste, donc matérialiste de Marx, qui est à peu près contemporaine, mais qui ne va pas passer par les mêmes, du tout les mêmes biais, parce qu'elle repose sur la dialectique, l'histoire de Marx. On n'est pas dans l'histoire de Renan, qui est une histoire qui est l'air de rien beaucoup plus assagie, et Renan cherche autre chose que ce que cherche Michelet. Donc Michelet, c'est vraiment comme ça, cette quête d'émancipation, et cette quête d'émancipation, elle va être ici incarnée par une espèce de personnage que je comprends comme un proto-structuralisme animé, qui est la sorcière. Donc c'est pas une allégorie, puisque c'est pas connu, mais en fait il invente un type, non pas exactement littéraire, mais historien. Et ça amène une espèce de méthode historienne par cette incarnation dans une femme, quand même, du peuple, qui permet donc d'animer quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui une histoire d'en bas, donc voilà, une histoire populaire à partir comme ça, donc des matériaux, donc, notamment des archives, hein, qui permettent de connaître l'histoire d'en bas, alors que cette sorcière elle-même n'existe pas. Et elle n'existe pas notamment parce qu'elle est transséculaire, c'est-à-dire qu'elle survit au fur et à mesure des siècles. Donc ça fait un truc, littérairement, qui est assez compliqué à déterminer. C'est pas ni un modèle de pensée, on n'a pas un étayage théorique, ça je reprends la définition de Max Black, entre modèle de pensée et métaphore. C'est pas non plus exactement une métaphore parce que c'est un personnage animé, donc c'est encore autre chose. Donc c'est une allégorie, c'est la naissance d'une allégorie. Et ça marche, parce que cette naissance va bien avoir une postérité, que je vais expliquer ensuite. Et Michelet part donc de l'Antiquité, de la mort des dieux païens, hein, donc la mort du paganisme, et de la naissance du christianisme, qui est pour lui toujours en fait une forme d'incarnation de ce qu'on peut appeler un principe de mort. Alors c'est très étonnant parce que Michelet, il a une espèce d'histoire qui repose sur des visions. Ouais, visions, ça fait un peu halluciner, mais il y a un peu de ça hein, quand même. C'est d'hallucination scientifique en fait. Mais ça repose sur une espèce d'histoire qui voit des antagonismes qui ne sont pas ceux exactement de la lutte des classes, mais la lutte des classes vient d'Augustin Thierry, et Michelet a lui aussi été un lecteur d'Augustin Thierry, et chez Thierry et Amédée Thierry, c'est une lutte des races, voilà, entre Celtes et Francs, par exemple,
qui va amener noblesse et classe populaire, enfin tiers état. Voilà. Et ça, c'est Marx le dit, Marx souligne sa dette, je crois que c'est Augustin Thierry, présenté comme un historien bourgeois, etc., mais voilà, qui va reprendre donc pour fonder sa dialectique de l'histoire. C'est quand même, c'est hyper intéressant, ces espèces de continuité, linéarité, mais aussi rupture, réinterprétation, remotivation de mouvements de l'histoire. Et chez Michelet, on est beaucoup plus donc, dans une histoire romantique qui va se traduire dans des images naturalistes, etc. Ça, c'est pas mal étudié, notamment par Paul Petitier. Et je conseille vraiment la thèse de Paul Petitier, la géographie de Michelet, c'est vraiment, vraiment chouette. Bon, après, voilà, on est dans quelque chose, évidemment, de savant, mais plus largement, la biographie qu'elle a consacrée à Michelet. Alors, il y a un article très sympa qui s'appelle L'Homme Archive, que je pourrais glisser en description si j'y pense. Globalement, j'y pense en ce moment. Sinon, je crois que c'est un Michelet, que ça s'appelle, quelque chose comme ça. C'est bien, hein, c'est vraiment chouette. Hein. On est dans le genre de la biographie intellectuelle, agréable à lire, ultra fournie. Donc vraiment, faut vraiment pas hésiter à aller, si on veut creuser Michelet, à aller lire cette biographie de Paul Petitier. Et en fait, ce romantisme chez Michelet va se traduire dans des images vraiment vitalistes, c'est-à-dire en fait qu'il va y avoir des principes de vie et des principes de mort. Voilà. Alors on n'est pas dans la... On a envie de dire pulsion de vie, pulsion de mort avec un héritage psychanalytique ou psychanalysant, mais c'est avant. Voilà. On est beaucoup plus dans des représentations, j'ai envie de dire, nervaliennes, etc. Et ça, j'espère que je pourrai en reparler avec un spécialiste de ces questions-là dans quelques temps. On reste, hein, on s'abonne, on va le dire pour une fois de temps en temps. Mais je ne suis pas spécialiste de la psychanalyse avant la psychanalyse, ou de ces questions d'inconscient avant la psychanalyse, et ce sont des questions vraiment ultra passionnantes. Donc, le christianisme, pour Michelet, incarne une forme de force mortifère, voilà, sclérosante. Voilà. Ce qui n'est pas le cas chez Renan, par exemple. Chez Renan, Jésus est un germe, et puis ce germe va pousser, ça va devenir l'Église, mais l'Église est en même temps, à partir du moment où elle s'institutionnalise avec saint Paul, non pas un principe de mort, parce que ça, ce ne sont pas des images renaniennes, mais une force, lui dira, compensatrice ou conservatrice, c'est-à-dire qui va empêcher le progrès d'aller trop vite. Donc on est sur quelque chose qui est moins vitaliste chez Renan et plus organiciste. Donc c'est assez étonnant. Bon, il y a quand même des images organicistes voilà, chez Michelet, mais le vitalisme est très très présent et moins fortement chez Renan. Bon, il y a bien une génération d'écart hein, entre les deux. Et aussi dans la vie, parce que Renan n'est pas un exilé du Second Empire, et il a, lui, essayé de composer avec un Second Empire, et notamment au moment du Second Empire, qu'on a appelé libéral, dans cette phase de libéralisation du Second Empire, où là, il a vraiment essayé, et puis bon, bah, il s'est quand même cassé les dents. Hein. Donc, qui pose des questions politiques assez complexes. Mais de toute façon, on n'est pas, avec Renan, on est dans une histoire qui est quand même moins, on va dire, à gauche, émancipatrice qu'avec Michelet, hein, très clairement. Alors là, voilà, on en est là. Et la sorcière, en fait, elle naît déjà de cette antiquité. Enfin, on va avoir ce temps, comme ça, d'installation du christianisme, qui est un temps assez mortifère, qui ouvre le volume. Et la sorcière, en fait, elle va être une espèce d'incarnation vitale dans une époque chrétienne. Parce qu'elle va recueillir des savoirs, se placer en marge de l'Église, en marge de la masculinité de l'Église, parce que la sorcière, ça c'est très important, est une femme. Donc ces figures, ce sont les Landes, elle est même géographiquement, hein, comme ça, à l'écart, et elle est une forme d'opposition à l'Église. Et en fait, elle n'incarne pas exactement un principe de vie, elle va incarner un principe de nature. Voilà, par sa connaissance notamment donc, des herbes, et sa connaissance donc, de la pharmacopée, de l'arboristerie, et par cette marginalité, voilà, notamment du sabbat, etc. Et donc c'est cette espèce d'histoire d'une opposition à l'Église et au pouvoir de l'Église qu'incarne la sorcière. Mais c'est compliqué, parce que Église et sorcellerie peuvent aller régulièrement de pair, on voit des prêtres au sabbat, et la sorcière va elle-même donner naissance, et c'est le passage que je vais lire, hein,
à la science. Voilà. Et ça, c'est un moment au XVIe siècle où en fait on va passer d'une opposition duel à un billard, on va dire, à 3 bandes. Alors, là, La sorcière, le volume lui-même est en 2 parties, donc on a vraiment cette espèce d'histoire complète de la sorcière, et après on a des faits divers, enfin des faits divers, des affaires, hein, exactement, sur les sorcières basques, Satan se fait ecclésiastique, les possédés de Loudun, possédés de Louviers, le triomphe de Satan au XVIIe. Alors ça nous fait comme ça quelque chose qui va aller plus vers des focus sur des cas spécifiques, mais qui sont également dans l'ère moderne. Et donc la première partie est, j'ai envie de dire plus impressionniste, mais c'est pas un mot qui fonctionne bien, l'impressionniste passé antérieur, mais elle a quelque chose de beaucoup plus d'assez onirique dans l'écriture, de moins proche des sources, parce que ces sources sont plus lointaines, mais il y a quand même des sources, hein, en note de bas de page, etc. Et on a régulièrement des espèces de moments de transition, qui sont des moments de récapitulation dans lesquels Michelet donc prend la parole, et parfois en disant je, pas à chaque fois, et va avoir des espèces de, enfin mettre en place des espèces de scénettes qui sont en fait des emblèmes, bien plus que des, évidemment, réalités, puisque ce personnage est un emblème plus qu'une femme réelle. Parce que les femmes, elles meurent régulièrement. Alors là, je me mets dans... Je me place... Je suis dans le chapitre 1.8, hein, le prince de la nature, qui succède au chapitre le roi des morts. Alors c'est vraiment une écriture très très étrange. Parfois Michelet interpelle les figures du passé. Il se pense vraiment comme un historien psychopompe. Et psychopompe, ça ne veut pas dire que c'est un Shadok, ça veut dire qu'il appelle les esprits. Donc on est, dans les années 1860, hein, on a un retour, hein, du spiritisme. Je ne sais pas tellement d'ailleurs s'il était spirit, Michelet. Mais on a vraiment, il faut vraiment le penser comme un historien prophète, hein, voilà, qui évoquer, c'est appeler les morts. Hein. Donc les morts du passé, par une fréquentation donc, très étroite des matériaux historiques. Hein. Alors, je suis page 131 de mon édition. Cependant, où paraît la femme, c'est l'unique objet de l'amour. Tous la suivent et tous, pour elle, méprisent leur propre espèce. Que parle-t-on du bouc noir, son prétendu favori? Mais cela est commun à tous. Le cheval ennemi pour elle. Rontou la met en danger. Le chef redouté des prairies, le taureau noir, si elle passe et s'éloigne, mugit de regret. Mais voici l'oiseau qui s'abat, qui ne veut plus de sa femelle, et les ailes frémissantes sur elle accomplit son amour. Nouvelle tyrannie de ce maître qui, par le plus fantasque coup de roi des morts qu'on le croyait, éclate comme roi de la vie. Non, dit-elle, laissez-moi ma haine. Je n'ai demandé rien de plus que je sois redoutée. Terrible, c'est ma beauté, celle qui va au noir serpent de mes cheveux, à ce visage sillonné de douleur, des traits de la foudre. Mais la souveraine malice, tout bas insidieusement, « Oh, que tu es bien plus belle, oh, que tu es plus sensible dans ta colérique fureur, cri maudit, c'est un aiguillon, une tempête appelle l'autre, glissant, rapide est le passage de la rage à la volupté. » Ni la colère ni l'orgueil ne la sauveraient de ses séductions. Nul n'y suffirait, chaque vie est limitée, impuissante. Arrière le coursier, le taureau, arrière la flamme de l'oiseau. Arrière, faible créature pour qui a besoin d'infini. Elle a une envie de femme. Envie de quoi? Et du tout, du grand tout universel. Satan n'a pas prévu cela, qu'on ne pouvait l'apaiser avec aucune créature. Ce qu'il n'a pu, je ne sais quoi dont on ne sait pas le nom, le fait. À ce désir immense, profond, vaste comme une mer, elle succombe, elle sommeille. En ce moment, sans souvenir, sans haine ni pensée de vengeance, innocente malgré elle, elle dort sur la prairie, tout comme une autre aurait fait, la brebis ou la colombe, détendue, épanouie, je n'ose dire, amoureuse. Elle a dormi, elle a rêvé, le beau rêve.
Et comment le dire? C'est que le monstre merveilleux de la vie universelle chez elle s'était englouti, que désormais, vie et mort, tout tenait dans ses entrailles et qu'au prix de tant de douleurs, elle avait conçu la nature. Et ce qu'on aura ensuite, c'est Satan médecin. On y retourne. C'est compliqué, hein, c'est dur comme passage. Là, on va vraiment être dans l'explication de texte. Je sais que vous aimez bien quand je fais le prof. On y va. Donc ça, donc fin de chapitre, et c'est vraiment, on est sur un de ces moments de transition. Évidemment, c'est un texte qui a une très forte connotation érotique. Et ça, c'est logique, dans la mesure où la sorcière est ramenée du côté de la nature, ramenée du côté de Satan, mais finalement, ici, elle dépasse Satan lui-même. Et c'est en tant que force ou incarnation d'un désir qu'elle va non seulement pouvoir donner naissance, et c'est là qu'on va avoir une espèce de transition historique concrètement complètement fantastique, hein, et qu'on va avoir également quelque chose qui qui reprend les accusations, les qualificatifs rattachés aux sorcières avec donc ces images de sabbat qui sont en fait... le sabbat, c'est de la sexualité collective ritualisée, empreinte de bestialité, c'est-à-dire avec de l'amour interespèce, et notamment coït avec des boucs, puisque le bouc incarne Satan. C'est ça, hein, les accusations dont les sorcières sont victimes, et c'est pour cela que dans ce qu'on appelle la question, c'est-à-dire le questionnaire de l'Inquisition, c'est-à-dire la torture, on recherche notamment la marque du diable, c'est-à-dire un endroit où le contact avec la peau du diable aurait laissé une trace. Et ça sera donc le grain de beauté, la tache de naissance, ou un endroit insensible. Donc ça veut dire qu'en fait, on a pu torturer donc, en plantant des aiguilles dans tout le corps de ces femmes, accusées de sorcellerie, pour trouver une zone qui va être insensible, et donc les accuser ainsi de sorcellerie. Je sais pas qui n'a pas une tache de naissance ou un grain de beauté, vous voyez. Donc ça, c'est... Et c'est vraiment là que les choses vont se passer. Là, il y a quand même quelque chose qui, historiquement, alors bon, peut quand même poser question, c'est de faire de la sorcière un personnage sexy, de désir, désirant et désiré. On va montrer comment Michelet le fait, après on en rediscutera. Cependant, où paraît la femme, c'est l'unique objet de l'amour. On va noter évidemment l'article défini, la femme, et comment ici, finalement, la sorcière est une espèce de surfemme, une incarnation d'une féminité absolue, puisque ce sera cette féminité qui est ramenée à son corps et à la nature. Présentée positivement chez Michelet, mais non sans essentialisme. C'est l'unique objet de l'amour. Et ça, c'est vraiment intéressant, parce que là, on va avoir une bascule entre être objet de l'amour, ce qui occupera la première partie du texte, et devenir sujet de cet amour, c'est-à-dire, en fait, être un corps désirant. Et que désire ce corps? Tous la suivent. Et ce tous va être ensuite explicité par une énumération. Donc tous la suivent et tous, pour elle, méprisent leur propre espèce. C'est-à-dire que finalement, cette bestialité, donc la bestialité, la zoophilie, c'est le fait d'aimer les animaux, mais normalement, c'est les protéger. Le vrai mot pour avoir des relations sexuelles interespèces, je veux dire, vous ne pouvez pas vous assurer du consentement des animaux, hein. Ne faites pas ça. Le vrai mot, c'est bestialité, hein. Et quand on parle de bestialité, c'est de ça qu'on parle, le vrai sens du terme. Cette bestialité, ici, elle est présentée de façon positive. Alors, on a eu un moment très bizarre où Michelet expliquait que l'inceste, c'était chouette. Bon, il aime bien renverser les valeurs communément admises qu'il ramène en fait à des valeurs chrétiennes, hein. C'est aussi pour cela que la bestialité, ici, est présentée positivement comme un symbole d'un amour universel. Mais le livre La sorcière s'ouvrait sur la mort du dieu Pan. Pan, ça veut dire tout, hein, panthéisme, tout est Dieu. J'allais dire, donner l'exemple de panspermie, ça ne veut pas dire qu'on met du sperme partout, mais ce sont des théories scientifiques qui expliquent en fait ce qu'on appelle la génération spontanée. Le mot est super drôle. On a, je sais pas, on a d'autres exemples, mais pansexuel, voilà. Pan, ça veut dire tout. Tous la suivent et tous pour elle méprisent leur propre espèce. Donc c'est quand même intéressant la façon dont Michelet écrit. Cependant,
Où paraît la femme, c'est l'unique objet de l'amour. Parce que là, on a vraiment une structure syntaxique qui est coupée. Et ça passe par le présentatif, c'est l'unique objet de l'amour, qui va la mettre en avant, puisqu'elle devient le régime du présentatif. Et ça va finalement la souligner son statut, donc d'unique objet de l'amour, non seulement objet de l'amour, mais unique. Et donc, cette espèce de focalisation qui vient sur elle, parce qu'on est dans un moment d'expression d'un désir qui en fait n'est pas tellement intersubjectif, mais qui devient, j'ai envie de dire, cosmique. Voilà. Et on va avoir comme ça un changement d'échelle progressif au fur et à mesure du texte. Objet de l'amour, et pas objet d'amour, de l'amour, parce que finalement l'amour va s'incarner, être réalisé, représenté par ses comportements donc de bestialité, c'est-à-dire de relations sexuelles interespèces. Tous la suivent, et tous pour elle méprisent leur propre espèce. Hop, on va avoir tous la suivent, et tous, donc une forme de parallélisme, répétition qui permet une insistance, et en même temps un vocabulaire très simple, en fait quasi vétérotestamentaire, c'est-à-dire qui peut se rapprocher d'une écriture de l'Ancien, propre à l'Ancien Testament, et ça passe notamment par le « et », qui, dans la Bible, est une particule et pas exactement une conjonction de coordination qu'on trouve beaucoup en début de verset. Et tous pour elle méprisent leur propre espèce. On peut bien sûr aussi noter le présent, qui est un présent historique, mais qui ici a l'avantage d'ouvrir un effet d'hypotypose, de tableau, en fait. Ça ouvre une scène. Voilà. C'est là qu'on va être dans cette narration. Donc une scène, c'est le moment où c'est raconté au rythme où cela se produit. Temps de la narration égale temps de la diégèse. Et tous pour elle méprisent leur propre espèce pour se détourner. Voilà. Que parle-t-on du bouc noir, son prétendu favori? Alors là, question rhétorique, à laquelle Michelet va lui-même répondre, pour donner cet exemple du bouc, évidemment incarnation de Satan, prétendu, c'est-à-dire qu'on est dans un discours rapporté, mais on va non seulement être dans ce discours rapporté, donc celui des archives, etc., des histoires des sorcières, c'est pas le premier à faire une histoire des sorcières, c'est le premier à en faire une de ce genre-là. Mais ensuite, on va avoir un phénomène d'amplification, et ainsi le rythme même du texte va permettre de donner, de façon mimétique, une échelle cosmique à ce désir, au niveau du rythme du texte. Que parle-t-on? Mais cela est commun à tous. C'est vraiment l'historien qui est en train d'expliquer, et ce tous va être donné ensuite. Le cheval hennit pour elle. Donc ce qui est propre au cheval va être ramené au passage donc, de la femme. Rontou la met en danger. On note le rythme ternaire, et en fait on a vraiment bien un rythme ternaire un peu coupé, qui permet donc de donner une idée de cette puissance du désir. Alors c'est chronologique, hein. Il hennit, il Rontou la met en danger. Et on n'a pas ici, par exemple, une conjonction de coordination type « et » qui aurait eu un côté plus, plan-plan. Là, ça donne une impression de trait, rapidement donné. Le chef redouté des prairies, hop, une périphrase qui est quasi mythologique. On est très proche des périphrases épiques, de ce qu'on appelle les épithètes homériques. Le chef redouté des prairies, donc la périphrase ensuite explicitée, le taureau noir, et on va voir comment tous ces animaux sont noirs, parce qu'il s'agit de la sorcière, et donc on est dans les attributs classiques de la sorcière, mais qui sont réinterprétés, remotivés. Le chef redouté des prairies, le taureau noir, si elle passe et s'éloigne, mugit de regret. Et là, en fait, on a une scène qui commence à être répétée, itérative, grâce à l'expression de l'hypothèse, hein, si elle passe, mugit de regret, avec, en fait, là, on est en pleine saison des amours, hein, les bruits sont ceux d'une saison des amours, mais avec, bien sûr, une anthropomorphisation de ces animaux. Mais voici, hop, alors là on a un nouveau présentatif, alors je vous rappelle, les présentatifs c'est, voilà, il y a, et ça permet en fait d'avoir des phrases qui sont clivées, donc qui vont avoir des structures non canoniques. Mais voici l'oiseau qui s'abat, qui ne veut plus de sa femelle, et les ailes frémissantes sur elle accomplissent son amour. À nouveau un rythme ternaire, mais la phrase est plus longue. Donc en fait, le fait d'avoir trois animaux, chaque fois avec un rythme, un rythme ternaire et un rythme de plus en plus allongé, va donner cet effet d'amplification. Voici l'oiseau, en même temps, va donner une impression d'y être. Voici, c'est un présentatif déictique qui va montrer. Enfin, c'est propre du présentatif. Le présentatif montre. Voici, c'est de là que ça vient. Voici, voilà. Au départ, c'est un impératif qu'on a oublié en locution. L'oiseau qui s'abat, on va noter ici comment la relative va directement qualifier
l'oiseau, qui ne veut plus de sa femelle, et les ailes frémissantes d'amour sur elle accomplit son... frémissantes, pardon, sur elle accomplit son amour. Voilà, donc on va avoir là aussi donc, une espèce de mouvement, donc qui s'abat, hop, il arrive. Donc on se souvient, hein, il y avait une mise en danger, un mugissement, et là c'est l'oiseau lui-même qui va débuter un accomplissement, un accouplement avec la femme. Mais ici c'est un accouplement, bon, si c'était une personne humaine, enfin un homme, on dirait un peu masturbatoire, quoi. Enfin, c'est une image très étrange hein, d'imaginer une femme qui passe dans un champ et un oiseau qui vient se frotter à elle. Hein. C'est quand même cette image-là qui est présentée par Michelet, bon, de façon évidemment voilà, à la fois très concrète, mais beaucoup moins triviale. Parce que chaque animal va être le représentant de son espèce et de l'animalité tout entière. Et ainsi même du monde et de la nature dans son ensemble. Hein. Nouvelle tyrannie de ce maître qui, par le plus fantasque coup, de roi des morts qu'on le croyait, éclate comme roi de la vie. Et ça, ce maître avec une majuscule, c'est Satan. Et donc en fait, ce que nous montre ici Michelet, c'est une bascule entre ceux qui montre cette inversion des valeurs, entre les valeurs chrétiennes qui font de Satan le roi des enfers et de la mort, et lui le voit comme le roi de la vie, donc en plein vitalisme. On peut noter aussi le éclate, hein, qui va du côté de ce pan-naturalisme, mais qui est aussi une image évidemment éjaculatoire. Hein, le vitalisme, il passe comme ça par une espèce de structuration éclatée. De roi des morts qu'on le croyait, éclate comme roi de la vie, avec une structure quasi chiasmique. Donc un chiasme, c'est quand on va avoir... Alors ça, c'est au début de Mémoire d'une jeune fille rangée. C'est un exemple que j'avais vu au collège, qui m'avait beaucoup plu. Rouge était le salon, le salon était rouge, rouge étaient les fauteuils, quelque chose comme ça. Donc on va avoir une structure en X inversée, avec un ABBA. C'est pas pour les rimes. Enfin, pour les rimes, on a d'autres noms. Le ABBA, ce sont des rimes embrassées. Et donc, voilà, Satan, finalement, a une espèce de métamorphose, de transfiguration, qui est en fait une espèce de transfiguration donc des valeurs. Non, dit-elle, laissez-moi ma haine. Alors là, en fait, le tableau va s'approcher d'elle et mettre en scène une forme de dialogue ou de lutte entre ce roi des morts, qui est en fait un roi de la vie, et cette femme, qui est un prolongement de Satan, mais qui est aussi une figure autonome. On est sur quelque chose d'assez étrange. Non, dit-elle, laissez-moi ma haine, parce qu'en fait, elle est accablée d'amour, puisqu'elle est objet de l'amour de tous, et elle-même se construit comme une figure d'opposition. Je vous rappelle que Satan, c'est le négateur, c'est celui qui dit non dans la Bible. Et donc c'est en ça qu'il s'oppose à l'Église chrétienne, et l'Église chrétienne étant un principe mortifère dans l'optique de Michelet, bah évidemment, que ce qui dit non à ce principe mortifère qu'est l'Église devient un principe de vie. C'est cohérent, hein, ça fonctionne. Je n'ai demandé rien de plus, laissez-moi ma haine, je n'ai demandé rien de plus que je sois redoutée, terrible, c'est ma beauté, celle qui va au noir serpent de mes cheveux, à ce visage sillonné de douleur, des traits de la foudre. Alors là, on va avoir une espèce d'autoprésentation de la sorcière par elle-même, avec des figures topiques. Ainsi, les noirs serpents de mes cheveux nous rappellent la figure de Méduse, et qui est souvent analysée comme une figure de désir de femme qui terrifie et pétrifie. Mais qui est aussi, excusez-moi, je bois en même temps, une figure de colère et de furie, donc on est quelque chose entre Médée, Méduse, etc. On va la voir avec les douleurs, les traits du visage ramenés aux traits de la foudre, qui fait de la sorcière une espèce de figure incarnant une nature tempétueuse. Redoutée terrible, c'est ma beauté, celle qui va au noir serpent de mes cheveux. Alors, donc, bon, la noirceur nous ramène à Satan, etc. Nous ramène aussi à je suis noire et je suis belle, ou dans de mauvaises traductions, dont celle de Renan, je suis noire mais je suis belle, du Cantique des Cantiques. Et donc, on a une assimilation dans la sorcière de la haine, de la colère de Satan et de la beauté.
donc d'une beauté, bon, qu'on dira aujourd'hui de femme fatale, etc. La femme fatale, c'est vraiment une figure du film noir, mais qui se trouve déjà dans le romantisme, et notamment dans le romantisme frénétique, c'est-à-dire dans le romantisme, dans le gothique à la française. Voilà. Donc de ces femmes voilà, assez terrifiantes, et qui en même temps donc, fait signe vers des figures de femmes, ou des figures féminines de l'Antiquité, comme donc les Furies, Mégères, etc. Mais la souveraine Malice, alors là, on a une espèce d'incarnation qui vient un peu de Satan, comme Satan envoie donc ses démons, hein, tout bas insidieusement. Donc là, on va avoir cette espèce de dialogue qui lui-même a une... Alors, de toute façon, Dieu écrit pas, enfin, Satan ne crie pas, hein, c'est vraiment toujours dans l'insidieux, parce que c'est par l'insidieux que naît la tentation, et la tentation, elle est ramenée au désir. Tout bas insidieusement, oh, que tu es bien plus belle, oh, que tu es plus sensible dans ta colérique fureur, cri maudit, c'est un aiguillon, une tempête appelle l'autre, glissant rapide est le passage de la rage à la volupté. Et en fait, ce renversement, il va passer donc d'un état, on va dire, psychologique, émotionnel, la fureur, la rage, la colère, à un état donc de volupté, c'est-à-dire de plaisir, et qui est annoncé par Malice, donc souveraine, celle qui gagne, en montrant finalement comment la colère comme incarnation, comme manifestation corporelle, va elle-même donc se transformer et transformer la sorcière elle-même. Alors on n'est pas dans un passage à consentement ici, hein, on est dans des espèces de luttes cosmiques qui peuvent avoir quelque chose d'assez désagréable en mode oh, t'es si belle quand t'es en colère, et donc on ne prend absolument pas au sérieux cette colère. Évidemment, s'agissant de figures semi-abstraites, on n'est pas dans un dialogue de personnages qui représenteraient des personnes. Bon, on va quand même pas se mentir, ça fonctionne aussi parce que c'est le fait de trouver sexy des femmes en colère, et notamment de représenter du Rape and Revenge de façon avec des personnages, donc ce sont les films de viol et vengeance, qui vont mettre en scène des femmes extrêmement victimes au début, et qui vont se métamorphoser assez vite en guerrières, en général super sexy et super sanglantes. Et c'est un genre qui est très questionné dans les cercles et les écrits féministes, parce que c'est plus le fantasme d'une réaction d'homme face à, en fait, au plaisir du spectacle de torture subie par les femmes, et de la façon dont elles réagiraient. Et donc on est plus dans cette espèce... dans une forme d'appropriation, en fait, hein, d'imaginer un fantasme, et notamment aussi pour que ça reste un fantasme. C'est un truc qui va largement au-delà du Rape and Revenge, allemand LV1, hein, mauvaise team, c'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a, ça c'est un truc que j'aime bien évoquer, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, ça va avec ces espèces d'images de dames blanches qui ont été torturées et emmurées vivantes et qui reviennent hantées, et notamment qui peuvent être des esprits vengeurs par moments. Très présent au Japon. C'est ce que vous retrouvez dans le film Ring, mais ça correspond à des fantômes folkloriques japonais. C'est marrant, ce sont des femmes qui reviennent pour se venger. Peut-être qu'elles ont un truc à venger, en fait. Ça correspond à cette image de la vérité sortant du puits. Cette allégorie aussi extrêmement puissante qui me fascine, hein, littéralement. Parce que finalement, à travers ces histoires de femmes fantômes, vengeresses, qui se retrouvent dans le Rape and Revenge, on a peut-être une histoire de la mauvaise foi masculine. Et de ce qui doit, en fait, être ramené à un fantasme, comme si les deux seules réactions possibles au viol et à la violence des hommes, c'était le suicide de Lucrèce et mourir pour n'être qu'un fantasme de vengeance. C'est ça, en fait, que je vois derrière le Rape and Revenge. Mais je vous conseille beaucoup Promising Young Woman, que j'ai adoré, parce que justement, ces codes-là ne fonctionnent pas. Je ne vais pas beaucoup l'analyser, je sais que j'ai un déçu dans les abonnés. Voilà. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais là, je me suis éloignée, hein, mais il y a quelque chose de là, et que l'on va retrouver au 16e dans le poème de Ronsard, où il imagine toutes ces métamorphoses, qui sont en fait inspirées des métamorphoses de Zeus, pour atteindre Cassandre, donc qui est la muse
la femme aimée dans les poèmes, et qui bon, est quand même souvent une femme violée, en fait. Voilà. Parce que ce qui va se construire, c'est à travers des images mythologiques. Alors voilà, pourquoi ces images mythologiques sont aussi souvent des images de viol, Philomèle, hein, etc., est une première question. Et la seconde est pourquoi dans tout ce que contient la mythologie, on adore retenir ces histoires-là. Là, je m'inspire d'un fil Twitter d'Anne Grandénon, je le mettrai en description aussi si j'y pense. Mais pourquoi Ronsard a besoin de retenir les métamorphoses de Zeus, violeur? Voilà. Alors, donc là, ce qu'on va avoir, c'est cette image d'une colère assez sexy, et qui va, en fait, comme d'elle-même, se transformer en désir. Ça arrive hein, d'être en colère et de faire l'amour ensuite, hein. Voilà. Mais on est dans quelque chose voilà, qui est porteur de nombreuses ambivalences. Là, tout le développement que j'ai fait, c'était quand même en forme de digression. Ici, ce qu'on a, c'est donc Malice qui parle, et on ne sait pas si elle décrit ou si elle prescrit à cette femme. Cri maudit, c'est un aiguillon. Un aiguillon, c'est comme les éperons, hein, quelque chose qui va donc accentuer. Une tempête appelle l'autre, et donc les tempêtes ici donc, vont permettre une réalisation cosmométéorologique des états émotionnels, rage, et le suivant est donc volupté. Glissant rapide, et le passage de la rage à la volupté étant lui-même mimétique de la volupté. Glissant, rapide, on est quand même sur des images coïtales. Hein. Ni la colère ni l'orgueil ne la sauveraient de ses séductions. Et donc en fait on a l'image d'une femme qui est un peu morcelée avec sa colère et son orgueil. Donc ça ce sont des images qui nous font signe vers l'amartia, c'est-à-dire la faute tragique qui est l'hybris dans l'Antiquité, notamment le théâtre antique qui est repris hein, dans le théâtre classique racinien par exemple. Ne la sauverait de ses séductions, donc la femme qui était séduisante est elle-même séduite, et ce qu'on va avoir c'est cette séduction. Étonnant hein, comme une femme séduite, ça a quand même été la périphrase qui féminise femme violée, quoi. Femme trompée, femme déçue, enfin, femme tombée dans un piège. Ce qui la sauve, c'est l'immensité du désir. Alors parce qu'on n'est pas dans un système de chute et de rédemption qui serait celui du christianisme, mais dans un autre système de valeurs, et qui fait que finalement de ce désir qui se trouve imposé à la femme, à ce désir qui est imposé à cette femme, répond un désir bien plus immense et inattendu, qui vient donc d'elle-même. Et donc c'est là qu'on a la conversion d'objet du désir, de l'amour, parce que l'amour chez Michelet c'est toujours corporel, c'est pas uniquement corporel, mais on a un lien très profond entre un amour corporel et un amour qui va avoir une portée donc, cosmique, et un amour et l'amour d'elle-même en tant que sujet, c'est-à-dire en tant qu'être, on le verra plus tard, amoureuse, et donc ici largement désirante. Ce qui la sauve, c'est l'immensité du désir, à savoir donc son désir. Et c'est cette immensité, hop, qui va amener un nouveau temps dans le texte, qui est un nouveau changement d'échelle. Nul n'y suffirait, chaque vie est limitée, impuissante. Impuissante ici vraiment à comprendre complètement dans un sens sexuel. Arrière le coursier, le taureau, arrière la flamme de l'oiseau. Flamme ici ça égale désir, hein. Mais ça peut aussi nous parler des couleurs de l'oiseau qui s'abat. Arrière faible créature pour qui a besoin d'infini. Et donc toute cette bestialité finalement ramenée à des formes un peu d'intersubjectivité, par en fait des métonymies de la nature, va être remplacée par un coït bien plus large et profond qui sera celui donc donnant naissance à la nature avec l'univers dans son ensemble, et non pas avec des représentants de cet univers. Elle a une envie en italique de femme, envie de quoi? Mais du tout, du grand tout universel. Alors, cette envie, on est dans les clichés, les stéréotypes rattachés à la féminité, comme l'envie de reste pendant la grossesse, etc. Mais cette envie, elle va être ramenée à quelque chose d'absolument cosmique, tellurique, de bien plus grand, avec donc tout, du grand tout universel, etc. C'est assez hugolien, hein, ça aussi. Satan n'a pas prévu cela, qu'on ne pouvait l'apaiser avec aucune créature, et donc c'est là que se fait la bascule, à savoir qu'elle dépasse Satan lui-même.
tout en étant au départ un prolongement, une continuité de Satan. Elle va plus loin. Ce qu'il n'a pu, je ne sais quoi dont on ne sait pas le nom, le fait. Ça, c'est quelque chose de l'ordre d'une espèce de puissance de l'univers qui va venir s'allier, s'accoupler avec cette femme. À ce désir immense, profond, vaste comme une mer, alors rythme ternaire qui va commencer à être mimétique du coït, désir donc profond, on est sur une image coïtale, vaste comme une mer, les images maritimes pour parler de désir et de rapports sexuels vont évidemment donc du côté de l'humidité de ces 10 rapports, et ces images de mer, elles vont aussi du côté du va-et-vient, du ressac, qui sont du côté, qui ramènent, qui sont mimetiques des rapports sexuels eux-mêmes. Vaste comme une mer, elle succombe et elle sommeille. Et donc là, hop, on a toutes les étapes d'un rapport sexuel avec l'univers parfaitement réussi, et qui finissent donc sur le petit somme post-coitum. On n'a pas ici animal triste post-coitum, Aristote, hein, donc l'homme est un animal triste après l'amour, parce que l'orgasme serait une petite mort, et donc conduirait à cela, et à un petit sommeil, un petit somme. Là, on est vraiment dans une présentation d'un coït très positif, et qui a une échelle universelle. Donc on ne sait pas exactement ce qui se passe, hein, ça peut être un genre de transe, etc. Et en fait, c'est finalement la duplication du rapport sexuel qui avait lieu pendant le sabbat, mais à une échelle bien plus large que le sabbat lui-même. Et on peut noter le je ne sais quoi dont on ne sait pas le nom, qui permet donc de faire signe vers ce tout. En ce moment, sans souvenir, sans haine, ni pensée de vengeance, donc ça efface encore par du ternaire tout ce qui était préalable, innocente malgré elle, puisque on se souvient que c'est Malice qui l'a tenté, et donc ça permet de sortir de l'image de Lilith ou d'Ève pécheresse, donc d'image de femme chrétienne. On est vraiment... Michelet met vraiment en place le modèle d'une femme païenne. Je n'ai pas dit paillarde, hein, même si l'étymologie est la même. Innocente malgré elle, elle dort sur la prairie, tout comme une autre aurait fait, la brebis ou la colombe, détendue, épanouie, je n'ose dire amoureuse. Donc elle dort sur la prairie sur laquelle elle marchait au début de l'extrait que j'ai choisi de découper, tout comme une autre, et donc là elle est ramenée à une animalité, brebis ou colombe, ça nous ramène au bouc et à l'oiseau, mais aussi à des figures christiques. L'agneau et la colombe, mais inversée, parce que ici, donc féminine, détendue, épanouie, donc là on est vraiment dans du post-coitum positif, je n'ose dire amoureuse, qui va en fait donner un nom, on va dire, qui unit spiritualité et corporéité, plus que le mot désir, le mot amour. Elle a dormi à l'arrivée, le beau rêve. Donc là, hop, ça c'est Inception. Voilà, on ne sait pas dire ce qui s'est exactement passé. S'agissait-il d'un rêve, d'une métamorphose, etc. Donc ça, hop, ça nous permet de, a posteriori, de donner une espèce de fond historique un peu plus valable, et en même temps de faire entrer l'onirisme en l'histoire. Elle a dormi à l'arrivée, le beau rêve, et comment le dire, c'est que le monstre merveilleux de la vie universelle, chez elle, s'était englouti, et que désormais, vie et mort, tout tenait dans ses entrailles, et qu'au prix de tant de douleurs, elle avait conçu la nature. Et donc, cette femme, dont on ne sait exactement, donc, qui est en train de dormir, dont on ne sait exactement, enfin, qui a eu un rapport sexuel dont on ne sait pas exactement le degré de réalité, et qui elle-même, d'ailleurs, est l'incarnation d'un mythe, enfin, qui est l'incarnation, une chimère de mythe, une forme d'allégorie inventée, qui a elle-même rêvé, et qui a donc rêvé d'un rapport sexuel qui est peut-être vrai, peut-être pas. Donc là, on est vraiment dans un modèle antique, bien plus que chrétien, même s'il y a des rêves prophétiques dans la Bible, etc. A eu donc un rapport, non pas ici bestial ou interespèce, mais cosmique, pendant ce rêve, qu'il a donc épuisé. Et donc vie et mort, tout tenait dans ses entrailles. Alors je vous rappelle, le fruit de vos entrailles est béni, le fait de désigner le ventre par entraille permet de capter le vocabulaire biblique pour en faire autre chose. Et donc de cette lutte psychomachique, la psychomachia c'est un genre au Moyen-Âge qui fait s'affronter les vices et les vertus, ici la vie et la mort, de cette lutte donc entre Malice et cette femme, entre Satan et cette femme, entre la vie et la mort, elle conçoit la nature. Avec un grand N, donc le concept de nature. Alors, et en fait, la nature elle-même dans son entier, qu'elle
dont elle est une représentante par métonymie, mais dont elle va aussi être une connaisseuse. Et c'est de là que va déboucher autre chose, qui est en fait la naissance par cette nature de la science. Et notamment par la figure, je crois, de Paracels, qui est un des inventeurs, voilà, chez Michelet, de la science moderne, de ces grands découvreurs savants, qui lui-même aurait affirmé tenir tout son savoir des sorcières et de l'observation de la nature. Et donc en fait on va avoir quelque chose d'assez paradoxal, qui était un combat entre Satan et l'Église par l'entremise de la sorcière. Sorcière qui s'émancipe de Satan et qui donne naissance à la science. Donc la science est satanique, la science remet en question l'Église, mais la science va elle-même s'émanciper ensuite de la sorcière, en fondant une science moderne qui n'est plus le savoir des bonnes femmes, c'est-à-dire des sorcières, mais qui va mettre en place une nouvelle démarche, qui sera masculine en fait. Et en même temps, voilà, donc Satan se fait médecin, et dans le même temps, cette science va passer du côté des hommes, d'une démarche plus rationnelle en fait, et conquérante, que Michelet ne remet pas tellement en question, et dans le même temps on aura des affaires de possession au sein même de l'Église. Et donc la séparation entre le satanisme, la sorcellerie et le clergé n'est pas si nette. Et ça va être vu par ces différents cas dans la deuxième partie de La Sorcière. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut en dire ? La sorcière de Michelet, c'est un essai absolument fondateur pour créer une espèce de texte, donc proto-psychanalysant, mais aussi proto-structuraliste. Et alors pas proto-marxiste, ça va pas marcher, mais voilà, comme ça qui va dégager des grandes lignes dans l'histoire. On est dans ce mouvement-là. Chez Michelet, ça passe vraiment par quelque chose de très romantique, et qui, dans le même temps, se fonde quand même sur un travail d'archives, sur une attention à des figures historiques qui étaient oubliées, escamotées, etc., les femmes, en particulier les sorcières. Et donc il va donner une espèce de valorisation, mais très paradoxale pour les sorcières. Alors, La Sorcière, c'est un texte qui n'a pas été vraiment bien compris au XIXe siècle, mais qui a été redécouvert d'abord par les surréalistes, parce que c'est hyper propice, notamment par Barthes ensuite, et par les féministes. Et c'est un des textes qui a permis, mais pas tout de suite, une valorisation des savoirs féminins, ramenés donc à ces sorcières qui ont été chassées, persécutées, brûlées, surtout au XVIe siècle, plus qu'au Moyen-Âge. Et parce qu'en fait, c'est la science moderne qui chasse les sorcières. Voilà, l'Église ne les aime déjà pas, mais c'est vraiment la chasse moderne. La science moderne et l'Inquisition. Ouais, c'est vraiment un triangle très étrange, hein, Église, science, sorcière, surtout chez Michelet, dans ce qu'en fait Michelet. Et donc on va avoir une espèce de valorisation comme ça, donc du féminin comme force de vie, qui donne naissance à la nature, à la science mais qui n'est pas la science, et qui est aussi autre chose que la science moderne. Et ça amène quelque chose d'extrêmement important dans l'écoféminisme. Alors là, j'ai trouvé enfin la biographie qu'Élise Thiebaud a consacrée à Françoise d'Aubonne, et je vais commencer à vraiment lire Françoise d'Aubonne, donc, qui est la fondatrice de l'écoféminisme en France. J'ai déjà parlé de Starrock sur cette chaîne, et aussi d'écoféminisme avec l'anthologie d'Emilia Reclaim. Mais il y a quelque chose là qui se passe qui est extrêmement compliqué. Et parfaitement ambivalent dans la mesure où finalement la sorcière comme incarnation de savoir féminin est tout entière ramenée à une nature qui, je vous le rappelle, avec Philippe Descola notamment, n'existe pas, et qui pourtant chez Michelet est entièrement conceptualisée et entièrement corporelle.
Et je pense qu'on est encore vraiment à fond dans ces ambivalences quand Camille Froide-Vométrie parle en ce moment d'un tournant génital. Je pense qu'on parle des violences en fait, on parle pas tellement des sexes, c'est-à-dire des appareils génitaux, quand on parle d'excision, quand on parle de viol. Mais par contre, on est en train d'amorcer un tournant biologique. Au niveau du féminisme, ça j'en reparlerai, mais c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Qu'est-ce qui se passe? On a tout un mouvement écoféministe qui est en train de renaître, avec notamment un renouveau de figures de sorcellerie. J'avoue une certaine méfiance. Et j'avoue de l'intérêt, mais ça dépend ce qu'on va appeler magie, ça dépend ce qu'on va appeler sort. Est-ce qu'on est tout en herboristerie et en phytothérapie? Je vous rappelle quand même que la plante contient donc des principes actifs. Hein. La phytothérapie, c'est pas un truc débile. Mais enfin, quand la pharmacopée classique, c'est Big Pharma, hein, ouais, je voudrais des laboratoires publics en fait, hein, fait élabore des molécules, elle récupère aussi beaucoup de plantes, hein, bon. Mais par contre, on arrive à doser et à connaître ces degrés. C'est-à-dire que bon, pour une douleur de règles, c'est chouette. Enfin, moi, la fois, on m'a fait boire du pavot californien parce que j'ai mal aux règles. J'ai jamais eu aussi mal de ma vie. Hein. Non, si j'ai eu plus mal, mais j'ai pas trouvé ça super efficace. Hein. Peut-être qu'il fallait que j'ai mal. Mais c'est. Voilà, j'ai pu voir, en traînant sur internet, des chimiothérapies naturelles à base de plantes. C'est criminel. On est dans quelque chose d'absolument criminel à ce niveau-là. Comme on est dans quelque chose de criminel avec le mouvement anti-vax, qu'on parle du Covid ou pas. Allez voir les photos des mômes qui avaient la polio. Allez voir les poumons d'acier dans lesquels étaient les enfants. Allez voir ce que ça fait la rougeole et la rubéole et toutes ces maladies dont on a réussi à se débarrasser. Enfin, je suis profondément confiante en la science moderne, mais c'est une science qu'il faut rénover de plein de façons différentes. Et en fait, il y a déjà une science féministe qui existe depuis au moins 50 ans, et en fait plus. Et ça, j'en reparlerai aussi, parce que ça fait partie de mes sujets de recherche actuels. Et je dis pas qu'on a gagné, et que c'est simple, et qu'il n'y a pas d'énormes problèmes en violence médicale, en recherche scientifique, etc. Je veux dire, je suis une universitaire, je suis une femme universitaire. Évidemment que je me prends du sexisme dans la gueule, et que je sais que je vois que des hommes obtenir des postes de maître de conférence en ce moment en université, et des femmes en unité, et que moi je décroche pas d'audition. Enfin, alors il n'y a pas de poste, hein, y a pas que, bien sûr qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas d'audition non plus. Hein. Mais enfin, bien sûr que le sexisme, je me le prends dans la gueule, et que je sais que l'université, elle est sexiste, et elle est aussi raciste, etc. Enfin, voilà. Évidemment, voilà, qu'on n'a pas gagné. Mais la sorcière, comme figure notamment d'empowerment, enfin, elle vient de Michelet. Alors je dis pas que parce qu'elle vient de Michelet, elle ne fonctionne pas, mais peut-être se demander aussi pourquoi les sorcières, elles sont sexy. Voilà. Pourquoi on est sur un empowerment qui est quand même assez libéral et individualiste. Et là, je parle pas de Starrock. Starrock, c'est quelqu'un qui propose une autre image de la sorcellerie. Mais qu'est-ce qu'on va chercher dans ces images de sorcières? Du folklore? Ou il y a autre chose? C'est pas un truc que je connais très bien, donc je suis très probablement injuste. Et je suis vraiment extrêmement inquiète de voir beaucoup d'amis très méfiantes à l'encontre, je sais pas, de la chimiothérapie, quoi. Et de proches méfiantes par rapport à ça. Mais sans la chimiothérapie, mon père serait déjà mort, en fait. Vous voyez? Ça marche, hein. Ça marche avec plein d'effets secondaires qui puent. Bon. Et on va réussir à un moment à faire quelque chose de mieux. Genre de la réglementation environnementale pour éviter ça. Aussi. Donc c'est une figure qui est, voilà, hyper fascinante, qui voilà, va susciter, j'ai l'impression que Michelet suscite déjà une forme d'empowerment qui peut aussi être un enfermement. Donc l'empowerment, c'est le fait de trouver une force ou une puissance. Et il y a plein de choses qui peuvent donner de l'empowerment, participer à des stages d'autodéfense féministe. Là, hier, j'entendais regarder Boulevard de la mort de Tarantino. Et c'est vraiment un film que j'aime beaucoup, mais c'est un film qui est très ambivalent aussi. Ça, j'ai un article sur mon blog, sur Deathproof. Moi, je me méfie de ce qui peut nous donner une illusion de force qui, en fait, ne change pas grand-chose. Voilà. Et on a besoin de se sentir plus solide et de construire
quelque chose qui va être de l'ordre d'une puissance et qui aide à une émancipation individuelle, mais une émancipation individuelle ne permet pas une émancipation collective, et tant que les autres ne sont pas libres, je ne le suis pas réellement moi non plus. C'est-à-dire qu'à la suite patriarcat, je suis toujours autour du coup. Elle est là, cette ambivalence. Et cette sorcière de Michelet, c'est un fantasme d'homme. C'est un très beau fantasme d'homme. Et moi j'ai envie de vivre ma vie de femme. Je vous dis à bientôt.